Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu malade en ce moment, vous allez probablement l'entendre dans cette vidéo d'ailleurs. Rien de grave, hein, c'est juste une rhinopharyngite comme j'en chope tous les ans à peu près à la même période. J'espère seulement qu'elle va passer assez rapidement parce qu'en général j'en ai toujours pour quelques semaines. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas de disparition. Vous savez que c'est pas ma spécialité, j'en traite assez peu souvent parce que généralement il n'y a pas assez d'éléments psy à aller creuser dans ce type d'affaires. Mais là, vous allez voir que c'est très particulier, il y a pas mal de rebondissements et surtout plusieurs suspects assez sérieux. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. L'histoire se passe au tout début du mois de janvier 2000, près d'Asheville, en Caroline du Nord. Zeb Quinn a 18 ans. Après avoir terminé le lycée, il a commencé à travailler dans un Walmart, un supermarché du coin, et il suit des cours en électronique à l'université la plus proche. C'est un jeune homme extrêmement gentil, plutôt timide et discret. Bien qu'il est plutôt apprécié par toutes les personnes qu'il connaît, il n'a pas vraiment d'amis très proches et surtout il n'a aucune expérience avec les filles. Par contre, Zeb est très proche de sa famille. Ses parents, Denise et Jeff, sont divorcés depuis qu'il a 2 ans et au quotidien, Zeb vit avec sa mère et il va plutôt voir son père le week-end. Il appelle aussi assez souvent sa grande sœur, Brandy, qui a déménagé pour s'installer avec son mari et ensemble, ils discutent quelques minutes avant de raccrocher et Zeb finit toujours ses appels en rappelant à sa sœur combien il l'aime. De tous les témoignages qu'il concerne, ce qui ressort à chaque fois concernant Zeb, c'est sa bienveillance et son amour débordant pour les autres. Il avait vraiment aucune honte à déclarer toute son affection aux membres de sa famille et il avait toujours des petites attentions pour tout le monde, notamment ses collègues de travail, comme le fait d'apporter des pâtisseries pour le petit-déj chaque matin. Malgré ça, comme je vous le disais, Zeb n'a pas vraiment d'amis proches. Ses confidents, c'est généralement sa famille, notamment sa mère, et son temps libre, il le passe plus sur sa console de jeu qu'à sortir. Pour autant, c'est un jeune homme joyeux, pas du tout dépressif, et qui, comme on va le voir, faisait des plans pour l'avenir. Le dimanche 2 janvier 2000, Zeb Quinn travaille, comme d'habitude, au supermarché. Il termine sa journée vers 21h environ, au moment de la fermeture du magasin. Juste après, il retrouve un de ses potes et collègues, Robert Jason Owens, sur le parking du Walmart. Owens a 22 ans, il travaille la plupart du temps dans une concession et un garage automobile, mais il fait parfois des heures sup comme manutentionnaire au supermarché, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ce soir-là, les deux jeunes hommes ont prévu de se retrouver après le travail de Zeb, puis de se rendre à Leicester, une ville voisine, où se trouve une Mitsubishi Eclipse d'occasion que Zeb envisage d'acheter. Visiblement, la concession qui vend cette voiture est fermée ce jour-là. Je vous rappelle qu'on est dimanche soir, qui plus est le week-end qui suit le nouvel an. Les deux garçons le savent probablement, mais ils vont quand même y aller pour, on imagine, juste regarder l'extérieur de la voiture. Chacun prend la route dans son propre véhicule. Vers 21h15, Zeb Quinn et Owens s'arrêtent à une station-service Elden Sidgo sur Ederson Road pour s'acheter des boissons. Ils sont tous les deux filmés par des caméras de surveillance de l'établissement et ont l'air tout à fait normal. Pourtant, ces images, ce sont les dernières que l'on ait de Zeb Quinn en vie. La suite des événements, c'est Robert Jason Owens qui la raconte et voici sa version des faits.
Une dizaine de minutes après être reparti de la station-service, Zeb aurait fait des appels de phare à Owens pour l'inciter à s'arrêter sur le bord de la route. Zeb aurait alors expliqué à son ami qu'il venait de recevoir un message sur son beeper et qu'il devait passer un appel en urgence. Il lui demande s'il a un téléphone portable, ce qui n'est pas le cas puisque c'était très rare à l'époque, et du coup il lui demande de l'attendre le temps qu'il se rende à une cabine téléphonique. Quelques minutes plus tard, Zeb Quinn revient auprès d'Owens et emboutit son pick-up avec sa propre voiture. Selon ce dernier, Zeb est dans un état de panique très avancé. Il déclare à son ami qu'ils doivent annuler leur plan pour la soirée et lui qui doit partir de toute urgence sans pour autant expliquer la nature de cette urgence à Owens. Il lui promet aussi de s'occuper des dégâts faits à son camion plus tard. Il lui dit qu'il est désolé et il repart en trombe aussitôt. Après tout ça, plus personne ne dit avoir vu Zeb Quinn. Il a complètement disparu, englouti par cette nuit de janvier. Mais beaucoup d'événements étranges vont continuer à se produire et ça débute seulement quelques heures après la disparition de Zeb. Accrochez-vous bien parce que vous allez voir, il y a plein de rebondissements et c'est assez incompréhensible et mystérieux comme affaire. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2000, Robert Jason Owens, l'ami de Zeb et dernière personne à l'avoir vu en vie, se présente aux urgences de l'hôpital local. Il a une grosse blessure à la tête ainsi que plusieurs côtes cassées et explique avoir eu un second accident de voiture, le premier étant quand Zeb l'a embouti avant de partir précipitamment. Owens est donc soigné, mais aucun témoin ne peut confirmer qu'il ait eu un accident de voiture. D'ailleurs, la police n'a rempli aucun rapport d'un tel incident cette nuit-là, et son véhicule n'en porte pas spécialement les marques non plus, si ce n'est la partie qui a été abîmée par Zeb. Le 3 janvier, dans l'après-midi, la maman de Zeb, Denise, signale sa disparition au commissariat, et le lendemain, donc 2 jours après la disparition du jeune homme, Patty Hendrick, sa manager à Walmart, reçoit un appel étrange vers 14h. « Salut, c'est Zeb. Je ne viendrai pas au travail aujourd'hui, je suis un peu malade. » Hendrick sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Zeb n'a jamais loupé une journée de travail pour cause de maladie, et surtout, il l'aurait jamais prévenu de cette façon au dernier moment. En plus, c'était pas sa voix au bout du fil. La manager effectue une manipulation qui permet de rappeler le dernier numéro avec qui un téléphone a eu une communication. Plusieurs sonneries se font entendre avant qu'une standardiste décroche d'une voix joyeuse. Volvo Equipment Construction, bonjour. Comment puis-je vous aider? Voilà donc d'où a été passé l'étrange appel. Et j'imagine que vous l'avez déjà compris, il s'agit du garage où travaille Robert Jason Owens. Alors, la police interroge à nouveau Owens à propos de cet étrange appel, et c'est un peu étonnant parce que il avoue immédiatement qu'en effet, c'est lui qui a appelé. Il explique qu'il l'a fait parce que c'est Zeb qui le lui aurait demandé au téléphone quelques heures auparavant et qu'il a simplement voulu lui rendre service. Alors évidemment, entre ça plus le fait qu'il s'est retrouvé à l'hôpital avec des blessures totalement inexpliquées la nuit de la disparition de Zeb Quinn, Owens devient immédiatement un suspect pour les policiers. Sauf que dans les jours et semaines qui vont suivre, on va découvrir d'autres choses étranges qui semblent peut-être un peu plus abondées dans la version des faits donnée par le suspect. Dans cette enquête, on a bien sûr fait des demandes auprès des opérateurs téléphoniques pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le déroulement de la soirée du 2 janvier et les policiers ont découvert que Zeb avait bel et bien reçu un signal sur son beeper, signal qui provenait de chez sa tante. Cette tante, elle s'appelle Ina Ustich. Attention, ça va être un petit peu difficile à suivre. C'est la sœur du père de Zeb, Jeff. Elle vit, elle aussi, dans la région autour d'Asheville et elle travaille comme serveuse dans un restaurant tenu par Costa Vlaakis, le fiancé de la mère de Zeb. Donc c'est la sœur du père de Zeb, mais elle travaille chez le beau-père de Zeb. Or cette fameuse Ina, quand elle est interrogée par la police à propos du fait de l'avoir bipé, elle dit « Non, c'est impossible. Je n'ai absolument pas tenté de joindre Zeb ce soir-là. En plus, je n'étais même pas chez moi. Je dînais chez mon amie, Tamra Taylor, en présence de sa fille et de son petit ami. »
quelqu'un s'est introduit chez moi durant cette soirée. C'est très bizarre. On ne m'a rien volé, mais certaines choses n'étaient plus à leur place, comme le téléphone et certains cadres photos. La dénommée Tamra Taylor confirme les dires de la tante Ina. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, la fille de Tamra Taylor, Misty, connaissait bien Zeb. Ils se parlaient beaucoup, notamment au téléphone, depuis leur rencontre quelques semaines auparavant. Il semble même que Zeb avait un gros crush sur Misty. Il parlait tout le temps d'elle à sa famille et à ses collègues. Sauf que Misty, ce qu'elle a pas tout de suite dit à Zeb quand ils se sont rencontrés et qu'ils ont commencé à discuter, c'est qu'elle a un petit ami, Wesley Smith, avec qui elle vient d'avoir un bébé. Au bout d'un moment, Misty a fini par expliquer la situation à Zeb, qui a été très surpris évidemment, et elle s'est confiée à lui. Elle lui a notamment dit de faire attention et de se méfier parce que Wesley pouvait être très jaloux et violent, et qu'en plus, il était toxique et abusif dans leur relation. Bon, je vous ai un petit peu parlé de la personnalité de Zeb en début de vidéo, et du coup, vous pouvez assez facilement imaginer que tout ça a plutôt eu tendance à lui donner encore plus envie de porter secours à la jeune fille, et qu'évidemment, ça ne l'a pas du tout éloigné d'elle. Le matin du 2 janvier 2000, soit le jour de sa disparition, Zeb Quinn a passé un appel à Misty qui s'est pas passé comme prévu. Ça, c'est la grand-mère de Zeb qui l'atteste parce qu'elle était présente aux côtés de Zeb au moment où c'est arrivé. C'est assez peu clair ce qui s'est dit très exactement lors de cet appel, mais si j'ai bien compris, pour vous donner le contexte, en gros Misty elle avait reproché à son copain Wesley de pas assez s'occuper de leur bébé, et de colère il était parti. Donc Zeb il appelle probablement ce matin-là pour prendre des nouvelles, et il oublie de masquer son numéro. Sauf que visiblement, c'est pas Misty qui décroche, c'est Wesley. Et forcément, l'échange est assez virulent. L'appel est assez court, Zeb raccroche, puis il dit à sa grand-mère « Il est de retour, je vais avoir de gros ennuis ». On sait d'ailleurs par les collègues de travail de Zeb que le jeune homme avait peur de Wesley et qu'il avait déjà reçu des menaces de sa part. Et si l'appel passé sur le beeper de Zeb ce soir-là avait été passé par Misty et ou Wesley pour l'attirer dans un piège? Ça expliquerait la précipitation du jeune homme à lâcher ses plans et à partir en vitesse, comme l'a affirmé Owens. D'autres éléments troublants vont encore venir s'ajouter. Le 16 janvier 2000, soit 2 semaines après la disparition de Zeb, on retrouve sa voiture sur le parking d'un restaurant, le Little Pigs Barbecue, qui se trouve être à proximité de l'hôpital où travaillaient la grand-mère, la mère et la sœur de Zeb Quinn. Donc déjà juste pour l'emplacement où la voiture a été retrouvée, on peut se demander s'il s'agit d'une simple coïncidence. Le véhicule était une Mazda protégée bleu clair. C'est bien la voiture que conduisait Zeb le soir de sa disparition, comme ça a été confirmé par les caméras de surveillance de la station essence où il s'était arrêté avec Owens. Et cette voiture, elle est retrouvée dans un état assez étrange. À l'intérieur, voici ce que les policiers découvrent. Des bouteilles de boissons vides, mais il n'est pas précisé si c'est de l'alcool ou pas. Des cheveux et une veste qui n'appartiennent pas à Zeb. Une carte magnétique en plastique correspondant à une chambre d'hôtel qui n'a jamais pu être identifiée. Donc, encore aujourd'hui, on ne sait pas quelle pièce, quelle chambre elle ouvrait, ni même dans quel hôtel. Et un chiot, un petit labrador noir d'environ 3 mois, vivant heureusement, mais qui n'appartenait pas du tout à Zeb. Les enquêteurs notent aussi d'autres choses. Le siège conducteur est réglé proche du volant, comme si la personne qui avait conduit la voiture était une personne plus petite que Zeb. Pour info, il mesurait environ 1m75. Et surtout, un étrange dessin a été tracé sur le pare-brise arrière de la Mazda avec un rouge à lèvres. C'est une forme de bouche dessinée de façon assez simple, accompagnée d'un point d'exclamation. Mais là, franchement, la question qui s'impose, c'est pourquoi? Pourquoi on retrouve ce dessin, ces affaires, ce bébé chien dans la voiture? Rien ne semble avoir de sens honnêtement, d'autant que la présence du chien indique que le véhicule n'a pas été abandonné juste après la disparition de Zeb. Donc c'est quelqu'un qui a volontairement amené la voiture sur ce parking plus tard. Est-ce que ça peut être Zeb? Est-ce qu'il a pris la fuite par peur de Wesley Smith par exemple? Ou pour une autre raison inconnue? Ça semble vraiment
peu probable. Zeb Quinn était quelqu'un de très proche de sa famille, il tenait énormément à eux, il les appelait et les voyait très souvent. Ça semble hautement improbable qu'il ait décidé de disparaître volontairement et de les laisser dans une telle incertitude, surtout avec des mises en scène bizarres comme ça. Aucun de ses proches ne croit à cette théorie et franchement, moi non plus. En plus, il avait des troubles cognitifs au niveau de l'apprentissage, de la concentration et de l'organisation, ce qui fait qu'il aurait eu beaucoup de mal à ne faire aucune erreur après son départ et à n'être jamais retrouvé par la suite. Donc si on part du principe que c'est pas lui qui a garé la voiture là, qui ça peut être? La meilleure façon de répondre à cette question serait d'expliquer pourquoi on l'a retrouvé là et comme ça. Alors, il y a plusieurs théories. Pour certains, la voiture elle a été laissée sur ce parking par hasard parce qu'il se situe assez proche d'une route qui rejoint ensuite une autoroute, donc c'est l'endroit parfait pour disparaître rapidement. Pour d'autres, dont la famille de Zeb, c'est pas anodin si la voiture a été placée là puisque, comme je vous le disais, c'est vraiment juste à côté de là où travaillaient la mère, la grand-mère et la sœur du disparu, donc c'est comme si on avait voulu leur adresser un message. Mais quel message? Il y a certaines personnes qui pensent l'avoir décrypté. La présence du chiot plus le dessin des lèvres sur le pare-brise, ce serait une référence au puppy love. L'expression puppy love, on pourrait la traduire en français par un amour de jeunesse ou encore un amour d'adolescent, c'est-à-dire une amourette pas très sérieuse, pas très mature, un petit peu justement comme les sentiments qu'avait Zeb pour Misty. Et donc certains internautes pensent que c'était une mise en scène pour se moquer de Zeb et que c'était un message méchant qui était envoyé à lui et à sa famille et que ça pouvait provenir directement de Wesley Smith. Certaines personnes pensent aussi que la présence du chiot c'était un peu une façon maladroite de s'excuser de la part des personnes qui auraient fait du mal à Zeb, comme pour le remplacer auprès de ses parents, comme si le petit chien allait peut-être venir combler un vide dans leur cœur et les aider à surmonter cette épreuve. Mais selon d'autres théories, le fait qu'un chiot se trouvait dans la voiture, c'était pour être sûr que la voiture soit retrouvée, puisque un petit chien ça va aboyer ou japper et faire que forcément les gens vont rapidement s'apercevoir qu'ils devraient pas être laissés seuls comme ça. Qui voudrait que la voiture soit vite retrouvée? Soit c'est effectivement comme le pensait la théorie précédente parce que c'est un message qui est adressé au Queen, soit au contraire on peut imaginer que le but c'est de lancer les enquêteurs sur une fausse piste. Et le fait qu'il y ait une bouche dessinée au rouge à lèvres, un chiot, tout ça ça donne l'impression d'une présence plus féminine. Alors ok, je sais c'est un petit peu sexiste ce que je raconte, mais n'oublions pas qu'on est au tout début des années 2000 et que justement, si c'était un piège, ça marchait forcément sur des clichés. Donc peut-être que c'était quelqu'un qui voulait orienter les soupçons des enquêteurs sur Misty Taylor, alors que c'était pas elle. Et on a aussi plusieurs témoignages de personnes qui disent avoir vu la voiture de Zeb circuler près d'Asheville après sa disparition, et au volant il y avait une personne avec des cheveux longs. Il y a même un portrait robot de cette personne qui a été fait, et la plupart des articles qui parlent de l'affaire mentionnent la ressemblance frappante entre l'individu sur le portrait robot et Misty Taylor. Malheureusement, il n'y a pas de photos de Misty ni de Wesley qui soient disponibles sur internet, ou en tout cas moi j'en ai pas trouvé, donc je ne peux que vous répéter cette information à prendre avec des pincettes. Bref, comme vous le voyez, à partir de maintenant, il y a plusieurs pistes qui sont intéressantes, plusieurs suspects, et c'est difficile d'y voir clair. Ce qui est fou, c'est de se dire que le petit chien détenait probablement la clé du mystère, et que s'il avait pu parler, on aurait probablement réussi à remonter jusqu'à celui qui a fait du mal à Zeb. Mais malheureusement, ce n'est pas possible, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Je pense que vous le savez parce que c'est quand même un grand classique de la résolution d'enquête criminelle. L'une des questions les plus importantes qu'il faut se poser après un crime, c'est celle du mobile, le fameux et très célèbre « à qui profite le crime ». C'est encore aujourd'hui généralement une bonne question à se poser pour essayer de balayer au mieux les différentes pistes et étudier les suspects potentiels. Sauf que franchement, dans la disparition de Zeb Quinn, c'est pas évident de répondre à cette question. D'un côté, on a la possessivité et la jalousie potentielle de Wesley Smith, qui a pu manigancer le meurtre de son rival Zeb. Est-ce que Misty a participé elle aussi? Est-ce qu'elle a aidé son copain à se débarrasser de Zeb?
juste pour lui prouver sa loyauté? Et puis, quelle est l'implication de la tante de Zeb, Ina Ustich? Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle avait très peu de contact avec Zeb. Ils étaient pas en mauvais termes, mais ils étaient tout simplement pas proches. Est-ce qu'elle aurait menti pour couvrir Misty et Wesley en disant qu'ils dînaient tous ensemble le soir de la disparition de Zeb? Est-ce qu'elle a pu ne pas remarquer s'ils se sont éclipsés à un moment dans cette soirée? C'est très bizarre. D'ailleurs, son propre frère, Jeff, donc le père de Zeb, a déclaré des choses assez troublantes. J'ai menacé ma sœur. Je lui ai dit, si je découvre que tu caches quelque chose, je jure devant Dieu que je te paralyserai à vie. Chaque fois que tu essaieras de te lever et que tu trébucheras, tu penseras à moi. Tu es ma famille, mais c'est mon bébé. Elle a pleuré pendant des jours, et des jours, et des jours, et m'a juré qu'elle ne savait rien du tout. Mais j'ai un pressentiment bizarre à son propos. D'un autre côté, n'oublions pas aussi Robert Owens. C'est lui la dernière personne à avoir vu Zeb en vie, lui aussi qui semble avoir eu un drôle d'accident durant la nuit de sa disparition et qui s'est pointé à l'hôpital avec des blessures inexplicables. Lui encore qui a passé un coup de fil complètement bidon au manager de Walmart en se faisant passer pour Zeb. Qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça mieux que le fait qu'il soit coupable? Mais encore une fois, quel serait son mobile? Eh ben la raison, elle est très simple, l'argent. Beaucoup de personnes pensent qu'Owens a tout simplement assassiné Zeb Quinn pour lui prendre l'argent en liquide qu'il avait sur lui pour acheter la voiture d'occasion. Ok, en soi, ça se tient, on a déjà vu sur cette chaîne des gens prêts à tuer une personne pour quelques billets, parfois vraiment pas grand chose, et n'avoir franchement aucun remords. Du coup, ça expliquerait à peu près bien le reste des événements. Owens aurait de manière assez maladroite essayé de brouiller les pistes en faisant d'abord croire que Zeb était toujours en vie, puis en abandonnant la voiture sur un parking avec le chien et le dessin de lèvres pour faire croire à une présence féminine. On peut même imaginer que le coup du beeper soit une simple coïncidence, même si rien ne vient correctement l'expliquer. Franchement, jusque-là, c'est encore possible. Par contre, il y a au moins une chose qui coince dans cette théorie, en tout cas une à laquelle je pense, peut-être que vous en voyez d'autres et n'hésitez pas à m'en faire part. Selon moi, Zeb Quinn n'allait pas acheter la voiture d'occasion ce soir-là. Je vous l'ai dit au début, le garage qui la vendait n'était pas ouvert le dimanche soir et je pense que Zeb le savait très bien. Sinon, pourquoi est-ce que lui et Owens auraient chacun fait la route dans leur propre véhicule? Si Zeb comptait acheter la Mitsubishi, il aurait fait l'aller dans le pick-up d'Owens afin de ne pas avoir à laisser sa propre voiture sur place. À moins qu'il compte par la même occasion revendre sa voiture, mais il n'en avait absolument pas parlé à sa famille, alors qu'il leur disait habituellement tout. Et franchement, un dimanche soir aussi tard, ça commence à me sembler vraiment peu plausible. Donc partant de ce principe, je pense pas que Zeb Quinn avait une grosse somme d'argent liquide sur lui lorsqu'il a disparu. Et donc je vois pas pourquoi Owens l'aurait tué à ce moment-là. Je dis pas qu'il l'a pas fait, attention, mais je dis juste que j'ai du mal à comprendre la raison. J'ai aussi lu une autre hypothèse sur Reddit qui réunit carrément Owens, Misty Taylor et Wesley Smith, où Wesley et Misty auraient tendu un piège à Zeb en le bipant pour le faisant venir quelque part, et que Owens, en bon pote, aurait proposé de l'accompagner et qu'il serait involontairement tombé lui aussi dans le piège. Zeb aurait été tué et Owens tabassé, ce qui expliquerait ses blessures, et maintenant il ne parlerait pas à la police parce qu'il a peur pour sa propre vie. Cette hypothèse collerait d'ailleurs assez bien à une déclaration faite par Robert Jason Owens. Je me suis complètement retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Si une seule chose différente s'était produite, je n'aurais pas été au milieu de tout ça. Mais je suis en plein dedans, coincé tant que quelque chose n'aura pas été compris. Bref, comme vous le voyez, il y a beaucoup de façons d'interpréter tout ce qui a pu se passer. Est-ce que aujourd'hui, 22 ans après les faits, il y a une chance de retrouver Zeb Quinn en vie? On va pas se mentir, on sait que les chances sont malheureusement infimes. Je suis convaincue qu'il n'a pas disparu volontairement et je pense qu'il a dû lui arriver malheur, mais je n'arrive juste pas à comprendre et à imaginer ce qui a pu se passer. À ce stade de la vidéo, vous êtes peut-être aussi paumé que moi, ou alors vous vous êtes déjà fait votre propre opinion sur qui peut être le ou les coupables. Mais attendez, je vous avais promis des rebondissements, alors en voici un nouveau.
On va faire un énorme saut dans le temps pour arriver au 15 mars 2015 dans la petite ville de Leicester, tout près d'Asheville, en Caroline du Nord. L'ex-candidate d'un concours de télé-réalité culinaire, Christy Shawan, enceinte de 5 mois, et son mari Joseph Codd ont mystérieusement disparu. Leurs familles ne parviennent pas à les joindre depuis la veille, ce qui ne leur ressemble absolument pas, et leur maison semble avoir été vandalisée. 2 jours plus tard, la police arrête un suspect relatif à cette triple disparition grâce au témoignage d'un voisin. Et ce suspect qui est arrêté, c'est Robert Jason Owens. Owens a désormais 36 ans, c'est lui qui a dirigé les travaux de construction de la maison du couple Codd, avec qui il était, selon ses propres dires, en bons termes. Mais très vite, il reconnaît avoir tué Christy, Joseph et leur enfant à naître, Skylar. Sauf que, selon lui, il s'agit d'un accident. En interrogatoire, il passe rapidement aux aveux et raconte une affreuse scène. En fait, Owens, il avait perdu son permis de conduire depuis des années déjà. D'ailleurs, ça avait donné lieu à une sacrée histoire en 2002 quand il avait refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police, puisque justement, il n'avait pas de permis valable et qu'il était ivre. Il avait préféré prendre la fuite, une course-poursuite s'était enclenchée et il avait ouvert le feu sur les policiers avant d'être arrêté. Donc il avait déjà eu des gros soucis à ce moment-là. Et donc en mars 2015, Owens raconte que sa voiture, qu'il conduisait illégalement, s'était embourbée dans un chemin de terre, que le couple Codd était venu lui prêter main forte pour l'aider, et que, en se trompant entre le frein et l'accélérateur, il a écrasé par accident Christy et Joseph. Paniqué, ne sachant pas comment réagir, Owens aurait alors emporté les corps des Codd dans son mobil-home, où il les aurait démembrés, puis fait brûler pour se débarrasser des corps, avant de s'introduire chez eux pour voler des objets, des meubles et leur voiture, puis les revendre afin de faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné ou à un départ précipité du couple. L'enquête a révélé que plusieurs découvertes ont été faites sur la propriété d'Owens. On a notamment retrouvé différents matériaux enterrés, du tissu, du cuir, du métal, du béton et des fragments d'une matière dure indéterminée, ainsi qu'une poudre blanche qui a probablement servi à accélérer le processus de décomposition. Par contre, il n'est pas dit si certains de ces éléments ont pu être reliés à l'affaire Quinn. Suite à tout ça, les aveux de Robert Owens ont profondément choqué l'opinion publique et évidemment ça l'a remis sur le devant de la scène concernant la disparition de Zeb Quinn. En 2017, Owens a plaidé coupable pour les meurtres de Christy et Joseph Codd et il a également plaidé coupable pour les 2 chefs d'inculpation de démembrement et il a été condamné à passer au minimum 60 années en prison et au maximum 75, sachant qu'il sera probablement décédé d'ici là évidemment. Quelques mois plus tard, il a également été accusé du meurtre de Zeb Quinn. Cette fois, ça y est, il est inculpé pour ça, suite aux découvertes récentes. Et depuis, il est en attente de procès. Donc je ne peux pas vous en dire plus de ce qu'il en est malheureusement. La procédure est très très longue, je pense que ça signifie qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont amassés de chaque côté de l'accusation et de la défense et que ça prend du temps pour constituer les dossiers. Est-ce que c'est un bon signe quant à la résolution de cette affaire? Je l'espère. Malheureusement, l'épidémie de Covid a pas mal retardé tout ce processus et aujourd'hui, on attend toujours ce procès pour avoir plus de réponses. Ce qui semble quand même étrange, c'est qu'on a un mode opératoire un petit peu similaire entre les 2 affaires, avec notamment les voitures des victimes qui sont volées pour faire croire à un départ volontaire ou un cambriolage. Mais d'un autre côté, on voit aussi que pour les meurtres des Codd, Owens a très vite avoué. Alors pourquoi est-ce qu'il a toujours nié être impliqué dans la disparition de Zeb Quinn ? Est-ce que c'est parce que, contrairement au Codd, on n'a pas retrouvé son corps et donc on peut pas faire de lien formel pour l'accuser? Je sais pas. Le fait qu'il ait tué 2 personnes en 2015 signifie-t-il forcément qu'il est coupable dans l'affaire Quinn? Non, évidemment, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça fait beaucoup de choses qui pèsent contre lui. Surtout que j'ai du mal à croire qu'il ait tué les Codd uniquement par accident. Enfin, en tout cas pour moi, quand on a un accident, on ne démembre pas les victimes et on ne cambriole pas leur maison pour tout revendre derrière. Ça me semble légèrement extrême comme réaction.
Pour encore en rajouter une couche dans tout ce qui semble indiquer que ce serait Owens qui aurait attaqué et probablement tué Zeb Quinn, il faut aussi souligner qu'il y a un utilisateur Reddit qui a remarqué une étrange similitude entre l'écriture du point d'exclamation qui avait été tracé sur le pare-brise de la voiture et dans une lettre manuscrite rédigée par Robert Owens. Vous pouvez voir qu'il trace vraiment un cercle plutôt que de faire un point, ce qui est assez peu commun et qui donne encore plus l'impression que c'est bien lui qui a fait les dessins au rouge à lèvres sur la voiture de Zeb. D'un autre côté, je ne parviens toujours pas à expliquer qui s'est introduit chez la tante de Zeb et a fait sonner son beeper ce soir-là. Je vois vraiment aucune raison pour que ce soit Owens qui l'ait fait. On sait aussi qu'il y a des prélèvements ADN et d'empreintes digitales de Misty Taylor qui ont été collectés au cours de l'enquête. Je pense qu'ils ont été comparés à ce qu'on a retrouvé dans la voiture et que la police l'a définitivement écarté de la liste des suspects. Tout ça fait qu'au final, je penche évidemment plus du côté de la culpabilité d'Owens parce qu'il y a vraiment juste trop de choses qui pointent dans sa direction. Même si j'ai quand même du mal à comprendre quel a pu être son mobile, je suis quand même encore un petit peu partagée et j'ai vraiment l'impression qu'il manque au moins une pièce du puzzle pour que tout fasse sens dans cette affaire. Peut-être même plusieurs pièces de puzzle, je dirais. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez des théories. C'est possible que j'ai pas tout abordé dans cette vidéo. On a un petit peu parlé de la tante, mais pas tant que ça. Pareil pour le reste de l'entourage familial de Zeb. Il y a sûrement des pistes à aller creuser un petit peu partout. Pour finir sur une note un petit peu plus positive, je voudrais mentionner que le petit chiot labrador qui a été retrouvé dans la voiture abandonnée a été adopté par un des enquêteurs qui travaillait sur l'enquête. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est que je trouve que c'est une jolie anecdote dans cette sombre histoire. Et j'espère vraiment qu'ils ont eu une jolie petite vie ensemble. Moi je vais vous laisser ici pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura passionné autant que moi. J'ai vraiment hâte de connaître vos avis et vos théories sur l'affaire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vois régulièrement dans les stats que vous êtes nombreux à me regarder sans être abonnés. Ça ne coûte absolument rien pour vous et moi ça m'aide à gagner en visibilité et ça, je vous avoue que ça fait toujours plaisir quand on travaille comme je le fais. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.